Bonjour et bienvenue dans cette webconférence spéciale design et ergonomie appliquée au tableau de bord. Donc aujourd'hui, ce que je vais vous proposer, c'est plus de faire un point sur les bonnes pratiques liées au design et à l'ergonomie des tableaux de bord. Aujourd'hui, on ne va pas vraiment rentrer dans le logiciel. Donc c'est parti, il est 14h15. Merci d'avoir confirmé que vous m'entendiez bien dans le chat. C'est parti. Alors, comme je vous le disais, on va faire le tour des bonnes pratiques. Donc le but ici, c'est pas vraiment de faire de vous des designers hors pair, hein, c'est pas ça, hein, c'est pas votre métier, c'est juste de vous donner les bons réflexes pour produire des tableaux de bord qui soient compréhensibles et agréables et simples à lire par les utilisateurs finaux. Ensuite, on parlera de tout ce qui est réalisme, flat design et material design qui sont les dernières tendances de ces dernières années, les 3 dernières tendances de ces dernières années, pardon. On verra quelle est l'évolution et qu'est-ce qu'il faut en retenir, voilà, ça c'est plus pour votre culture personnelle. Ensuite, on verra comment on implémente le design chez DigDash, comment ça marche. Donc ça marche, comme vous le voyez ici, par itération. Donc on va revenir dans le détail là-dessus. Et ensuite, ce que je vous proposerai, c'est quelques ressources gratuites. Voilà. Sans plus attendre, pardon. Donc, même si ça peut paraître totalement obvious, on va dire, parce que j'ai oublié le nom, ce qu'il faut, c'est penser à l'utilisateur final. C'est-à-dire que simplifier au maximum le tableau de bord, c'est-à-dire que, en fait, moi, pour vous donner un exemple plus parlant, quand je crée un tableau de bord avec les consultants, je me dis toujours qu'il faut que ma grand-mère soit capable de l'utiliser. C'est-à-dire qu'on va faire du simple, on va faire du facile à lire, on va faire du concis. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Toujours avoir ça à l'esprit. Il faut que vous simplifiez au maximum la vie de vos utilisateurs. C'est ça. Un autre truc que je voulais dire là aussi là-dessus, faites comme si l'utilisateur était un feignant et que moins il en fait et mieux ça va. Voilà, c'est ça. C'est à peu près ça. Deuxième petit conseil, ne pas surcharger. Alors ça on l'a mis parce qu'on a vu qu'il y avait des gens qui aimaient surcharger à outrance les tableaux de bord en disant bah au moins il aura ci, au moins il aura ça, au moins il aura une carte, au moins il aura un tableau, s'il veut rentrer dans le détail on va lui mettre un autre dashboard juste en dessous, un autre graphe juste en dessous, pardon. Et ça, il faut absolument pas rentrer dans le jeu de la surenchère. Il faut garder à l'esprit que less is more, c'est-à-dire que moins on en met, mieux c'est. Plus c'est clair à lire, et mieux c'est. Voilà. Aligner, aérer et centrer les éléments entre eux. Donc, pour les gens qui connaissent un peu le CSS, là on utilisera beaucoup de padding, c'est-à-dire les marges internes des éléments, et du margin, c'est-à-dire les marges externes. Pourquoi ? Parce qu'en fait, pour que ça soit toujours sympa à lire, le tableau de bord il faut qu'il soit aéré, il faut que les éléments soient centrés, il faut que tout soit aligné. Et en utilisant et en abusant, et j'insiste là-dessus, sur le padding et le margin, ça marche, c'est ce qu'il faut faire. Et il y a une autre phrase comme ça de designer qui dit que en fait, si on se demande si on a déjà mis assez de padding, c'est probablement qu'il faut le doubler. Voilà. Je ferme la parenthèse. Pas plus de 3 couleurs, alors ça je sais, vous allez me dire que c'est facile à dire, mais je tiens à appuyer là-dessus que en fait, plus il y a de couleurs et moins c'est facile à lire, plus ça nous demande un effort, des fois plus c'est moche. Alors après, bien sûr, ça dépend des projets. Dans la mesure du possible, des fois, en fait, on peut pas mettre 3 couleurs, tout simplement. Donc, on peut tricher, et je vais vous montrer après comment on peut tricher. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut utiliser des couleurs qui soient plus ou moins des variantes de couleurs, c'est-à-dire que on peut avoir plusieurs verts qui vont bien ensemble, mais qui soient assez
contrastants les uns avec les autres. On peut avoir plusieurs bleus qui vont bien ensemble mais qui soient contrastants. Voilà, vous voyez un petit peu de quoi je veux parler. Utiliser des couleurs complémentaires, c'est mieux, c'est sûr. En fait, si vous voulez, c'est les couleurs qui sont les plus contrastantes entre elles et qui sont les plus sympathiques à voir entre elles. Donc si vous voulez avoir une palette de couleurs de couleurs complémentaires, je vais vous montrer à la fin de la présentation un outil gratuit sur internet qui va vous permettre de créer des palettes de couleurs complémentaires qui sont beaucoup plus simples à lire. Adoucir les contrastes, no pure black and white. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, à la place d'utiliser des couleurs, la couleur noire, on va utiliser une couleur plutôt gris foncé, gris très foncé, et à la place du blanc, on va utiliser du gris très clair. Pourquoi? Parce que de cette façon, on va adoucir les contrastes et on va éviter à notre utilisateur de se faire mal aux yeux, on va lui éviter de la fatigue oculaire. Et donc, c'est beaucoup mieux parce qu'à la fin de la journée, quand vous avez passé 8 heures devant un tableau de bord avec des couleurs qui sont flashy, qui vont pas bien ensemble, des couleurs qui sont très très contrastantes, rien que pour les textes, parce que souvent les textes c'est du noir sur du blanc, et même si on s'en rend pas compte, à la fin de la journée, on a quand même mal aux yeux. Et souvent on a mal à la tête, et souvent c'est super désagréable. Donc on adoucit les contrastes en utilisant du gris foncé sur les textes, du blanc, pas du blanc, du gris clair derrière, dans les backgrounds, etc. Une hiérarchie visuelle cohérente. Alors pourquoi? Justement pour que d'onglet en onglet, votre utilisateur, quand il sera dans le tableau de bord, il ait une certaine homogénéité, qu'il n'ait pas par exemple des boutons qui sont verts, ensuite qu'il ait des boutons rouges qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, avec des paddings et des margins complètement différents, par exemple avec des portlets avec des bords ronds et certains autres avec des angles droits, enfin bref. Quand on fait un tableau de bord, on fait en sorte que tous les onglets soient cohérents les uns avec les autres. C'est-à-dire qu'en fait tous les filtres vont être du même côté, les boutons vont être du même côté à chaque onglet. On va retrouver la même charte graphique, la même police, les mêmes couleurs, etc. et les mêmes marges, tout ça. Pour que ça soit simple. Faut pas que, si vous voulez, faut pas que l'utilisateur d'un onglet à l'autre, il ait l'impression de changer de société. Voilà, tout simplement. Parce que je sais que ça semble, c'est facile à dire, mais je vous promets qu'il y a des gens qui font des tableaux de bord et d'un onglet à l'autre, on a l'impression d'avoir changé de monde. Voilà. Utiliser des icônes, quelques-unes. Donc, utiliser des icônes, c'est sympa. C'est sympa, pourquoi? Deux choses. Parce que en fait, ça permet de remplacer pas mal de texte. Et donc, qui dit remplace du texte par des icônes, dit plus de place. Et quand on a plus de place sur un tableau de bord, on peut aérer, centrer. Enfin, le premier là, je sais plus. Vous allez me dire que c'est pas bien, mais le troisième plutôt, aligner, aérer et centrer les éléments. Voilà. Voilà pourquoi il faut utiliser des icônes pour gagner en place et aérer son tableau de bord. Voilà. Après, faut pas en utiliser trop parce que c'est vrai qu'après ça veut plus rien dire quand on a toute une guirlande d'icônes là qui veulent plus rien dire. Faut qu'il y ait un juste milieu, faut trouver l'équilibre. Ok, petit 9. Pas plus de 2 polices différentes. Alors bon, ça, moi je vous conseillerais même d'en faire qu'une seule, de prendre qu'une seule police. Et d'ailleurs je vais vous en conseiller une qui est très facile, qui est libre de droit, que vous pouvez utiliser n'importe où et qui est compatible avec n'importe quel navigateur, c'est la OpenSAN. Pourquoi? Parce qu'elle est très simple à lire, ce qui est bien pour l'utilisateur, et parce qu'elle est jolie. Pas plus de 2 polices, parce que souvent on a des utilisateurs qui s'amusent un petit peu avec le tableau de bord et qui mettent une police à chaque type de titre, et donc en fait finalement on se retrouve avec plusieurs polices différentes, de tailles différentes, et ça devient n'importe quoi, on n'arrive plus à le lire, donc le pauvre utilisateur à la fin de la journée il est épuisé, ce qui n'est pas notre but. Alors ce que vous pouvez faire si vous voulez différencier vos titres du reste en termes de texte,
Vous pouvez mettre un peu de gras sur les titres, comme ça pour les différencier, et le reste, bah, vous les mettez avec un niveau de gras plus petit, on va dire. Donc, pas plus de 2 polices différentes, mais plus de gras, c'est ce qu'on aime. 7 éléments maximum, alors ça je l'ai rajouté parce que j'ai trouvé ça sympa, c'était un client qui m'avait parlé de ça. Il y a une étude qui a été faite sur plusieurs personnes, et en fait il s'est avéré que le cerveau humain, quand il y a plus de 7 éléments, il est obligé de faire 2 passes. Donc ça lui demande plus de réflexion et il prend plus de temps pour se décider. Et donc c'est quelque chose que j'ai voulu mettre parce que maintenant, c'est vrai que si on prend cette règle et qu'on l'applique à chaque fois, on essaye de l'appliquer tout du moins, puisque ça peut pas être aussi simple que ça tout le temps, et ben c'est sympa parce que ça nous oblige à ne pas surcharger. Et puis bah, si ça peut permettre aux utilisateurs de prendre des décisions plus rapidement, d'être plus productifs, bah, c'est sympa. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on met pas plus de 7 onglets, on essaie de faire pas plus de 7 portlets avec pas plus de 7 graphes différents dans la même page, ce genre de choses, vous voyez. Après, on peut l'utiliser un peu comme on veut, mais je trouvais ça sympa, donc on l'a mis ici. Éviter les scroll bars, pourquoi? Parce que c'est toujours très difficile à utiliser, un tableau de bord dans lequel il faut scroller à droite, puis après il faut descendre pour aller chercher pour aller chercher l'info, puis ensuite il faut scroller à gauche, puis revenir là-haut. Non, on peut pas faire ça. C'est de la perte de temps, c'est pas ergonomique, c'est moche. Désolé, mais c'est vrai. Ça devient un enfer, donc c'est pour ça que j'ai mis Devil Scroll Bar from Hell. Alors, la seule exception dans laquelle on peut utiliser éventuellement une scroll bar, ce qui ne me choque pas du tout, c'est dans un tableau. C'est-à-dire qu'on a un tableau de bord, j'arrive sur ma page, j'ai plusieurs graphes, j'ai pas plus de 7 bien sûr, et j'ai un tableau. Et dans le tableau, j'ai une scroll bar pour aller tout en bas, parce que je cherche de l'info, et puis aussi à droite. Enfin, en horizontal et en vertical, comme ça je peux à loisir aller chercher les infos dans le tableau et ça ne me choque pas et ça ne choque personne et c'est tant mieux. Voilà. Maintenant on va parler un petit peu, on va faire un peu d'histoire, on va parler un peu de réalisme, de flat design et de material design. Donc comme une image vaut 1000 mots, voilà ce que j'ai mis, je pense que c'est assez représentatif, on va dire. Donc d'un côté vous avez bien sûr le petit bonhomme qui représente le flat design. Et à droite, vous avez un autre petit bonhomme qui représente le réalisme avec tout un ensemble de détails et plein d'ombres, plein de reliefs, tout ça. Donc, le réalisme, on l'appelle aussi le skeuomorphisme, mais vous n'êtes pas obligé de le retenir. Retenez simplement réalisme. Il est apparu en 2007 à la sortie du premier iPhone, il me semble. À l'époque, c'est Steve Jobs qui cherchait un moyen avec ses ingénieurs de représenter, chercher un moyen facile pour que les utilisateurs de ces téléphones puissent voir directement quelle était l'utilisation de quelle icône. Voilà. Donc ils ont choisi de représenter la nature à outrance en utilisant tous les détails au maximum, en utilisant tous les ombres portées, en utilisant toutes les les reliefs, tous les reflets, etc. pour représenter ce qu'on a l'habitude de voir dans la nature, dans la vraie vie. Et en fait, il s'est dit que justement les gens, comme ils voyaient que ce genre de choses dans la nature, ils allaient l'utiliser plus facilement. Voilà. Donc voilà un exemple. Voilà un deuxième exemple avec plusieurs reflets, ce genre de trucs, des ombres, tout ça. Voilà. Ça fait un peu vieillot maintenant, on a l'impression, mais c'était comme ça avant. Ensuite, on a eu le flat design. Donc ça, c'est à partir de 2013 et il me semble que c'était Microsoft qui a mis ça au point à l'époque pour Windows 7, pardon, avec
son interface métro, donc c'est l'interface que vous voyez ici à gauche avec les tuiles, avec les icônes, etc. Et en fait, à l'époque, ils avaient fait une étude sur des utilisateurs où ils les avaient mis devant une interface un peu à l'ancienne, un peu à la 2007, et une interface comme celle-ci, une nouvelle interface en flat design. Et ils se sont rendus compte qu'en fait, les gens étaient beaucoup plus réactifs et gagnaient plus de temps à utiliser l'interface qui était plus minimaliste, on va dire. Pas minimaliste, mais plus minimaliste que l'interface à l'ancienne. Alors, ils avaient sorti des chiffres, mais bon, c'est entre 10 et 20%. Ils disaient qu'il y avait un gain de temps, que les gens hésitaient moins. Voilà. Bon, après, on en pense ce qu'on en veut, mais c'est pour la petite histoire. Voilà. D'autres exemples en flat design. Alors, vous remarquez que tout est plus minimaliste, qu'il n'y a plus d'ombre, qu'il n'y a plus de reflets, plus de relief. Tout est flat. Par contre, il y a pas mal de couleurs. Là aussi. Voilà. Et donc, ce qui me pousse à parler du Material Design. 2014, Material Design, c'est Google qui met ça en place. Donc en fait, si vous voulez, ce que vous devez retenir là-dessus, c'est qu'en fait Google a pris tout ce qui était bien dans le réalisme de 2007, il a pris tout ce qui était bien dans le Material Design, dans le Flat Design de 2013, et il a ressorti les meilleures choses, et il les a mélangées, et il a ajouté tout un ensemble de règles, notamment au niveau des couleurs. Donc là, il y a moins de couleurs, hein. C'est ce qu'on disait dans la partie des bonnes pratiques. Tout un ensemble de règles aussi au niveau des espacements, au niveau des marges intérieures, des marges extérieures, etc. Et au niveau des ombres aussi portées, des ombres portées qui sont revenues, hein, qui avaient disparu pendant l'ère du flat design et qui sont revenus après. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que en fait, ils se sont aperçus que pour rendre plus contrastant et mettre en avant certains éléments, certaines pop-up, tout ça, c'était plus sympa d'avoir une très légère ombre portée. Bon là, celle-là, elle est pas très légère, mais ici par exemple, une très légère ombre portée pour pouvoir faire ressortir un élément. Et voilà. Donc pareil, là on peut voir qu'il y a une hiérarchie visuelle avec des boutons de la même couleur, etc. Voilà. C'est une petite parenthèse. Et donc on a appelé ça le Material Design. Donc pour un ensemble de règles, alors après les règles, si vraiment ça vous intéresse, il faut aller sur le site officiel Material Design, et là vous avez tout est détaillé. Quelques exemples de tableaux de bord faits en flat design. Voilà. Quelques exemples de tableaux de bord, même si fait de manière réaliste, on va dire, même si il n'y a pas lieu de refaire toute. Quelle est l'utilité de refaire du réalisme aujourd'hui ? C'est simplement qu'il y a des gens il y a des entreprises qui souhaitent mettre des photos derrière afin de véhiculer la valeur de leur entreprise à l'ensemble de leurs salariés dans tout le groupe, dans toute l'entreprise. Voilà, c'est tout. Alors, on va parler du design itératif chez DigDash. Donc, comment ça se passe ? Concrètement, il y a une première maquette qui est effectuée chez DigDash. Donc en fait, on se base sur votre charte graphique, sur votre image, on se base sur votre police, on se base sur votre site internet, tout ce sur quoi on peut se baser, tout ce qui peut nous inspirer. Et on crée une maquette, une première maquette statique, quelquefois deux, sous la forme d'un screenshot, monté de toutes pièces. On en fait deux. Et ce qu'on fait, c'est que après on fait une petite séance de validation, modification avec vous. Et ensuite on intègre directement une V0, on va dire, dans DigDash. Avec un consultant, on intègre tout ce qui a été validé dans la version statique, on l'intègre dans DigDash. Et on refait un point pour refaire une petite passe de modif et de validation. Pourquoi
on a choisi de marcher comme ça? Parce que tout simplement on s'est aperçu que justement en faisant du design itératif comme ça, et ben on arrivait beaucoup plus facilement à faire exactement ce que le client voulait. Et en plus, souvent, quand on est à la place du client, des fois le client il sait pas trop ce qu'il veut, donc il veut faire ça, et puis après il se rend compte que finalement il y avait peut-être un truc à rajouter, et donc finalement on se retrouve avec un tableau de bord qui contient tout ce qu'ils veulent. Voilà, en théorie c'est comme ça que ça marche. Quelques exemples: tableau de bord Volkswagen, tableau de bord Volkswagen, Université de Caen, avec une charte graphique assez carrée, voilà, assez stricte. Ensuite, quelques ressources gratuites. Donc color.adobe.com. Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un site qui va vous permettre de créer des palettes de couleurs complémentaires. Par exemple, vous venez ici dans complémentaires, et là vous allez pouvoir faire en sorte de changer les couleurs, et lui ce qu'il va vous faire, c'est qu'il va vous sortir toutes les couleurs complémentaires de ce que vous avez déjà choisi. Vous pouvez rentrer les couleurs ici, et puis après vous jouez avec la roue chromatique ici. Tout à l'heure, quand je vous parlais dans la slide ne pas utiliser de plus de 3 couleurs, ce que vous pouvez faire aussi, par exemple, si vous cherchez à tout prix, je dis n'importe quoi, mais du vert on va dire, mais que en fait vous voulez utiliser plusieurs types de vert, donc c'est pas là, c'est là, voilà. Et vous pouvez aller dans nuances, vous pouvez jouer avec ces petits éléments là pour essayer de sortir plusieurs palettes de couleurs, voilà. Ensuite, material.io. Alors ça c'est le site officiel de Material Design. Pourquoi je l'ai mis là? Parce que je le trouve intéressant, parce qu'il vous propose toute une banque d'icônes gratuites, libre de droit, que vous pouvez utiliser partout, et c'est censé, d'après Material Design, c'est censé être les icônes les plus compréhensibles par tous les utilisateurs. Voilà. C'est vrai qu'elles sont assez simples et assez sympas. Donc vous téléchargez directement en SVG ici, ou en PNG, n'importe. Mais vaut mieux le faire en SVG, comme ça vous avez une qualité exceptionnelle. Pexels, alors ça, bon, je l'ai mis, mais bon, c'est pas vraiment, c'est plus un site pour les gens qui veulent des belles photos, pour une photo de paysage par exemple. Une photo de paysage pour mettre derrière leur tableau de bord pour avoir un tableau de bord joli, mais c'est plus pour les gens qui veulent avoir des tableaux de bord avec des fonds d'écran qui représentent la nature ou quoi que ce soit. Donc c'est des photos qui sont utilisables gratuitement. CSS-Matic, alors ça c'est plus pour les développeurs ou les designers, les web designers qui veulent avoir un générateur d'ombre portée. Donc là on peut jouer avec tous les différents settings ici. On peut faire tout et n'importe quoi. On peut faire tout et surtout n'importe quoi. Et en fait ça nous permet d'avoir une ombre comme ça, et ensuite de recopier le CSS comme ça. On recopie le CSS et ensuite on va l'intégrer dans DigDash pour avoir exactement le même effet, ce qui est sympa. FreePic, pareil, ça c'est une banque d'images. FlatIcon, alors ça c'est un peu plus intéressant, c'est sympa, c'est un peu comme Material Design, il y a toute une série d'icônes gratuites que vous pouvez utiliser. Par contre les icônes c'est un peu, il y a tout et n'importe quoi, il faut faire le tri, hein. Il y a des icônes sympas ici, mais il y a aussi des icônes moins sympas. Bon bref, voilà, faut faire le tri. Voilà, c'est tout. Donc maintenant, alors si ça vous a plu, si vous voulez en savoir davantage sur le design de tableau de bord, ce que je vous propose, c'est de télécharger gratuitement notre livre blanc sur le site digdash.fr ou .com, les deux, n'importe. Vous allez dans News, dans le blog, et en fait c'est là il y a un petit blog, un petit article de blog qui s'appelle Comment rendre un tableau de bord sexy en moins de 10 minutes. Donc c'est un peu un titre à guicheur, mais c'est pas très grave. Vous allez dans
vous cliquez, vous allez dans cet article et là vous pouvez télécharger le livre blanc, ici. Et le livre blanc, alors attendez, voilà, c'est celui-là. Le livre blanc, en fait, c'est celui-là, c'est tout ce que vous avez vu. Tout ce que vous avez vu pendant cette webconférence est ici. Ok. Et il y a beaucoup plus de détails, hein, il est beaucoup plus fourni. Donc téléchargez-le et comme ça vous pourrez vous en servir. Et à la fin, c'est pareil, il y a une section bonus dans laquelle il y a pas mal de ressources. Voilà. Bah, je vous remercie. Je vous souhaite une bonne après-midi. Merci et à bientôt.